On y va. On y Bon, va. bonsoir, chers amis. Je suis ravie de vous accueillir lors de la réunion 413 du club francophone autour du mois. Autour du mois est une association à but non lucratif. Nous pratiquons ici la prise de parole en public et la langue française. Il y a trois sujets à éviter entre nous durant les réunions, c'est la religion, la politique et la vie sexuelle. En plus, il ne faut pas interrompre celui qui parle. Le micro n'est pas libre, mais le micro doit être vous accordé par l'animateur ou l'animatrice de la soirée. Voilà ce que j'ai à vous dire. Maintenant, je dois regarder si nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Peut-être c'est Irina Yakovleva. Non, 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 non. Peut-être c'est Hector Pérez. Ah non, pas du tout. Dommage. Et peut-être c'est Lise-Marie. Non. Je ne vois aucune nouvelle personne ce soir, sauf que j'ai vu à l'arrière-plan une fille en tenue blanche qui faisait des photographies. Je n'ai pas reconnu qui c'était. Est-ce que c'est quelqu'un de nos invités? Euh, Non, pas Ou de personnes nouvelles. peut-être c'est quelqu'un de l'administration du logo? Alex? Non, j'ai vu une fille en tenue blanche, en t-shirt blanche, en mini-jupe blanche qui faisait des photographies. C'est quelqu'un de Ma- nouveau ou je n'ai pas reconnu? c'est- D'accord. C'était un fantôme. Voilà, voilà. Donc, il en- y a quoi? Il n'y a pas de nouvelles personnes. Euh, oui, je peux vous dire que notre réunion sera divisée en deux grandes parties, celle des discours préparés. Lors de cette partie, nous allons attendre deux discours et celle des discours spontanés ou improvisés et tout le monde est bienvenu pour y participer. Bon, et moi, je dois regarder l'agenda parce que je veux jouer aussi le rôle de l'animatrice de la soirée au début. Le sujet de cette réunion, c'est le changement climatique, réalité ou fiction. Et j'invite au micro notre cher monsieur Grammairien avec le mot du jour. Monsieur Michel, présentez s'il vous plaît vos rôles et le mot du jour. Bonjour mes amis, mes camarades, mes francophones préférables, favorables. Je suis votre grammairien. Je voudrais aujourd'hui influencer le changement climatique, mais d'une façon diplomatique. C'est pourquoi je voudrais introduire le mot du jour intermédiaire. Intermédiaire a beaucoup de significations principales, mais j'ai noté deux significations. C'est une personne qui met en relation deux personnes ou deux groupes et qui, étant entre deux termes, se trouve placé dans une situation moyenne, forme une transition. En ce qui concerne les synonymes médiateur, interprète, moyen. Les cas d'utilisation. L'oranger est une couleur intermédiaire entre le rouge et le jaune. Et il a servi d'intermédiaire pour les réconcilier finalement. Je vous souhaite d'être strict, exact. N'ayez pas peur, ne vous en faites pas. Tâchez de parler d'une façon rationnelle,
N'abusez pas de longues constructions et nous allons réussir ensemble. Merci, Alexandre. Merci, Monsieur Michel. J'ai une question à vous poser. Posez à moi, s'il vous plaît. Euh, Avec plaisir. Pour vous, le changement climatique est une réalité ou une fiction? Je pense qu'il y a des cycles. Il y a des périodes quand la température s'élève, monte, et nous sommes en, nous sommes en plein de chaleur, par exemple, hein. Et en ce qui concerne, il y a des périodes quand on se refroidit. Mais ça dépend et il ne faut pas faire beaucoup d'attention, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Merci, Monsieur Michel. Merci beaucoup. Pour ma part, j'aurais choisi le climat intermédiaire entre la chaleur et le froid. Mais il s'avère que dans notre club, nous avons aussi des climats très différents et ça se varie du rouge, de jaune et de vert. Et avec ceci, j'invite au micro notre chère chronométreuse en la personne de Екатерина Закаблудская. Екатерина, à toi la parole. Bonsoir, chers amis. Je serai votre intermédiatrice entre vous, votre parole et le temps. Et je dois dire que nous avons deux discours très longs, entre 12 et 15 minutes et entre 7 et 10 minutes. Pour C'est pourquoi je vous demande ne dépasser le temps et je vais vous montrer les cartes. euh, les cartes vertes, c'est-à-dire que vous parlez assez et doit penser du temps. La carte jaune, ça signifie que c'est, vous avez besoin de penser à définir votre parole et la carte rouge pour finir votre parole si vite. Merci. Hein? Attends, oui. Et je dois dire que Alexei vient et je reprends la parole à Alexei, s'il vous plaît. D'accord, mais avant de partir, Katia, Ah, quelle est ta météo préférée? météo, c'est-à-dire? Quel temps tu préfères? Ah, je préfère automne et je préfère le ciel gris et de la pluie. Parce que j'adore de passer le temps devant de la fenêtre, boire du café et tout ça. Je n'aime, malgré le fait que je suis née au sud, je n'aime pas la chaleur. Voilà. D'accord. Merci pour ton question. Merci, merci Katia. Et voilà, nous invitons Alexei au micro. Alexei, je te Euh, cède ta place. Continue, bon- s'il te plaît. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. Je suis désolé que j'ai un peu en retard, mais problème avec les transports à Moscou. Euh, je vous présente le thème de ce discours qui, je voudrais s'appeler le changement climatique. C'est la réalité ou c'est la fiction? Mais parce que je suis en retard, euh, ces minutes, je dois présenter euh, veilleuse de la soirée, c'est Irina Yakovleva, après moi. Ну и peut-être c'est fini pour ce moment. Irina, s'il vous plaît. Salut, bonsoir, ma chère amie.
Aujourd'hui, je suis intermédiaire aussi, mais intermédiaire entre qui et qui? Intermédiaire entre les orateurs et et l'auditoire, parce que ma tâche est observer votre attention, avec quelle attention, avec quel niveau de l'attention euh, vous écoutez les discours et autour du chaque discours, je vais vous préparer quelques questions. À la fin de la réunion, quand Alexei me redonne la parole, je vais les poser et vous, comme l'auditoire très attentif, me répondez et euh, je, je, je pourrais annoncer la personne la plus attentive. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vous présente session des discours préparés. Discours numéro 1, c'est les villes au cours du siècle. Anastasia Grebenyuk. Anastasia, s'il vous plaît. Ah, merci. J'ai la présentation. Est-ce que je peux... Il n'y a pas de... Une minute, s'il vous plaît. Une minute sans vidéo. Alors, chers amis, ne nous quittez pas, pardon. Quelques problèmes techniques. Il y a des problèmes techniques, mais pas techniques, mais il faut un peu préparer. Et voilà, j'ai la présentation. Merci, Sacha. Alors, l'auditoire en ligne, dites quelque chose. Est-ce que vous nous attendez? Oui. Oui, on C'est vous très entend bien. parfaitement. Alors, chers amis, merci d'avoir patienté. Je voudrais commencer mon discours et le sujet de mon discours, ce sont les villes au cours du siècle. Euh, En fait, pourquoi j'ai choisi ce sujet? J'ai choisi ce sujet parce que je suis géographe et je connais pas mal ce sujet. On a eu quelques sujets à l'université liés à l'urbanisation, aux villes et à l'histoire de développement des localités dans tout le monde. Alors, chers amis, j'ai besoin de la présentation pour continuer mon discours. Sacha, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut utiliser juste appuyer ici et c'est... Désolée.
Est-ce que je peux continuer? Je pense que c'est déjà possible. OK. Chers amis, désolé pour ce problème technique. Alors, je recommence. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je connais pas mal le sujet. Je suis géographe et j'ai choisi un sujet assez ambitieux en 10 minutes de vous raconter toute l'histoire des villes des siècles. Bien sûr, je ne vais pas vous présenter toute l'histoire des villes, mais je voudrais mentionner des points clés qui sont liés avec l'histoire, avec l'architecture, avec la géographie, en vous donnant quelques idées et quelques sujets pour penser. Depuis le début de l'histoire, il existe deux types de localités. Alors, le premier type, ce sont des villes et le deuxième type, ce sont des villages. Et comme vous voyez ici, dans ce diapositive, comment a changé la population des villes. Initialement, il n'y a eu que des populations rurales. Ça veut dire, au cours de l'histoire, les gens vivaient dans les villages. Mais à partir du 19e siècle, vous voyez cette croissance de la population des villes. Donc, en 1800, il y avait seulement 3 personnes qui habitaient dans les villes. Puis, on a eu cette révolution industrielle. Dans les villes, on a construit beaucoup d'usines, beaucoup de zones de production et la population des villes a connu une croissance considérable. Et la croissance la plus considérable, vous avez après la Seconde Guerre mondiale, ça veut dire au XXe siècle, la population de villes accroît jusqu'à 29%. Et puis, à la fin du XXe siècle, nous avons déjà 47%. En 2019, la population des villes a connu 55% et maintenant c'est plus de 56%, 57%, pardon. Ça veut dire que plus de gens vivent maintenant dans les zones urbaines que dans les villages. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi les villes sont-elles apparues? Pourquoi ne continuez pas à vivre dans les villages? À cause de technologie. Technologie, oui, mais c'est plus tard, mais avant, en général. Pour réunir les personnes? Oui, et d'accord, il y a quelques raisons principales. Alors, la première raison, c'est un peu bizarre, mais c'est l'agriculture. Pourquoi l'agriculture? Parce qu'il y avait la surproduction de produits agricoles et pour les distribuer, les gens se regroupaient. Ça veut dire les gens ont commencé à construire les premières villes environ il y a 10 000 années. Et la deuxième raison, c'est la protection et défense. Ça veut dire les espaces de ville sont plus protégés contre les ennemis. Et pour survivre, en général, les gens se regroupaient. Et ça veut dire ils construisaient les localités plus grandes que les villages qui étaient assez petits et très mal protégés. Et aussi, nous avons l'influence de la religion parce que dans les villes, c'était plus facile de construire les églises, de organiser le communauté religieux et c'était même avant la apparition des religions comme la chrétienté et l'islam, il y avait des religions simples, etc. Et donc pour les gens, c'était aussi assez facile de construire tout ça dans les villes. Et si on parle de cette fonction importante des villes comme la défense, nous voyons que dans chaque ville ancienne, on a la forteresse. Par exemple, en Russie, la forteresse qui existe presque dans toutes les villes anciennes, c'est le Kremlin.
Et vous connaissez tous le Kremlin de Moscou, mais il y a également le Kremlin de Tula, par exemple. Et vous voyez ce mur de la ville de Smolensk. Vous voyez ici que il y a un gigantesque mur en briques et les secteurs de ce mur existent même maintenant. Donc, tout ça, on a construit pour protéger les villes contre les ennemis. Le schéma pareil, on peut observer à Moscou et peut-être vous apercevez quelque chose d'intéressant sur ce plan qui n'existe pas maintenant. Exactement, c'est la mur qui n'existe pas. Vous voyez ce cercle de jardin, boulevard Nekaltso, et là, même dans les années 20, ça veut dire il y a un siècle, il existait la mur. Mais les bolcheviks, après la révolution d'octobre, ont commencé au fur et à mesure démolir cette mur. C'est pourquoi maintenant, ça n'existe plus. Mais il y a une place pardon, où c'est visible. C'est à côté de Pakrovsky Boulevard. Vous connaissez cet endroit qui s'appelle Yama. Et là, dans les années 90, une organisation a commencé à construire le centre commercial et ils ont trouvé par hasard le mur blanc. Et les architectes sont venus et ils se sont rendus compte que c'est un mur ancien de Moscou. Donc, comme ça, ce place a commencé à être une curiosité. Sacha, qu'est-ce que tu fais? Alors, la deuxième raison, ça, c'est le commerce. Dans chaque ville médiévale, dans chaque ville ancienne, le centre de ville, qu'est-ce qu'on voit? On voit le marché et on voit l'église. Et les villes étaient le lieu où il y avait l'économie. Ça veut dire, dans les villages, les économies ne se développaient pas. Mais dans les villes, c'était des moteurs de l'économie. Chers amis, qu'est-ce que vous pensez quels étaient les défis des villes du passé? Quelles difficultés les gens avaient, etc. Le transport. Les transports n'étaient pas encore développés. Oui, mais c'était pas très important. La salle, oui, mais c'est normal. Même maintenant, il y a toutes les salles et ça va. La santé. Les besoins Les maladies, primaires. oui, les maladies, oui, mais premièrement, les incendies. Les villes du passé étaient en bois. Ça veut dire ils brûlaient souvent. Et ici, vous avez l'image de fameux incendie à Londres en 1666 qui a commencé dans une boulangerie et qui a répandu très rapidement autour du ville. Le deuxième problème, ce sont des épidémies. C'est pas la pandémie de coronavirus, c'est encore plus grave. En 14e siècle, en Europe, l'épidémie de peste noire a tué environ 30% de population. Et l'épidémie a répandu très rapidement en Europe. Et comme la densité de la population dans les villes était très grande, l'épidémie répandait très rapidement, notamment dans les villes. Et troisième problème, les sièges. Oui, les villes sont les espaces protégés, mais quand même, les ennemis, souvent, ont organisé des tentatives de prendre les villes. Et ici, vous voyez la ville de Riazan,
en 1236 pris par les Mongols. Et vous voyez cette mur, et ce n'était pas efficace du tout parce que ils ont démoli cette mur ici, dans le centre, et la ville a tenu 5 jours, et après, c'est fini. Les villes continuaient à se développer, et dans le 18e, 19e siècle, les villes connaissaient l'industrialisation et urbanisation très forte. Vous vous souvenez le diapositive avec l'urbanisation. Ça, c'est le commencement de l'urbanisation très forte. L'industrialisation a apparu premièrement en Angleterre, et puis en France, à l'Europe occidentale, et aux États-Unis. Et en Russie, l'industrialisation, c'est plutôt le XXe siècle. Aussi, quelque chose de très important, c'est la reconstruction des villes. Par exemple, vous voyez l'exemple de Paris. Avant, il y a eu Paris médiéval, et puis Baron Haussmann a reconstruit complètement Paris au 19e siècle. Et ce que nous voyons, Paris aujourd'hui, c'est la ville construite par Baron Haussmann avec les avenues vastes, avec les maisons haussmanniennes. Pareil était à Moscou, mais après la révolution d'octobre. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? Non? Ça, c'est Zaryadye. Et vous pouvez voir que Zaryadye, dans les années 20, début des années 30. Et ça, c'est Zaryadye soviétique avec la construction d'hôtels rossiers qui étaient démolis après. Ça n'existe pas. Il y a le parc et le salle de concert. Même il y avait des plans gigantesques à Moscou, par exemple, construire Dvorets Sovetov, ça veut dire le palais soviétique avec la statue de Lénine au-dessus, et hauteur serait 400 mètres. Et aussi, 8e maison stalinienne. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les plans n'étaient pas réalisés. À la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, nous avons le phénomène qui s'appelle les villes globales. Les villes globales, ce sont des gros centres financiers comme Londres, Tokyo, New York, Paris, etc. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'organisations internationales et les banques et les organisations de finances qui forment les liaisons très fortes entre les villes globales. Et chers amis, quelles seraient les villes dans le futur? Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être, et encore des idées? À plusieurs niveaux, pendues, les villes pendues dans les airs. Possible, en Chine, il y en a, oui. La Lune et Mars. Possible, mais je voudrais vous dire de l'information de 2 tendances dans lesquelles on est sûr. C'est la suburbanisation et la gentrification. La suburbanisation, qu'est-ce que c'est? C'est le phénomène quand les gens quittent les villes et construisent les maisons à la campagne. Même durant la Covid en Russie, plus de gens ont commencé à acheter des maisons en campagne pour passer le confinement au dehors de la ville. Et deuxième, gentrification. Vous avez la zone industrielle à Saint-Pétersbourg qui s'appelle Nouvelle-Galandie, Nouvelle-Pays-Bas. Ce sont des zones industrielles qui ont été transformées au centre culturel, en musée, au restaurant, etc. Et chers amis, je vais vous raconter l'information sur les villes. C'était assez bref, mais je pense que nous avons un peu de temps pour la session questions-réponses. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? Je suis prête à répondre. C'est moi, Sacha. Pourquoi as-tu choisi ce sujet pour raconter? Alors, honnêtement, j'ai choisi ce sujet parce que nous avons la conférence de division et notre chère Larissa Zorina a fait comment dire, le training sur la prise de parole en public. Et j'ai choisi brièvement ce sujet-là pour développer mon discours du passé au futur. Et à mon avis, je pense que les villes, l'histoire, le développement peut se connecter très bien avec ce sujet. Et la deuxième raison, j'ai choisi parce que j'ai étudié la géographie et je connais beaucoup de choses. Oui, micro? Comme imaginez vous-même les villes du futur? Alors, je pense que les villes de futur seront très variables. Ça dépend de la population des villes. Les petites villes, peut-être, ne se développeront pas, ne changeront pas beaucoup. Et les grandes villes comme Moscou, je pense que dans quelques décennies, il y aurait plus de gratte-ciel. Et je crois qu'il y aura plus d'espace vert parce que à cause des changements climatiques, les gens commencent à se rendre compte que il faut quand même garder plus d'espace vert dans les villes pour maintenir le climat agréable pour la santé. Et encore, je pense que nous devons rappeler l'histoire tragique de l'éruption du volcan Vésuve. Et c'était les derniers jours de Pompée. C'est-à-dire c'était encore un grand danger pour les villes. Oui. Et personne ne pouvait pas se cacher. Oui, parce qu'ils ont construit une ville à côté du volcan, mais quand même, trois dangers que j'ai mentionnés, c'était les dangers qui étaient partout. Donc, l'incendie, ça peut être n'importe où, à Londres, à Paris, à Moscou, n'importe où. Et l'éruption de volcan, c'est déterminé géographiquement. Donc, en Europe, il y a très peu de volcans qu'en Italie ou en Grèce, par exemple, ou en Islande. Mais l'histoire connaît les tragédies quand les villes ont été détruites par le tremblement de terre, par exemple, ou par l'éruption de volcans également. Peut-être l'auditoire en ligne, vous avez quelques questions? Nastia, je peux te Oui. poser une question? Selon toi, en quoi le changement climatique peut influencer la construction des villes modernes? Je pense que la construction des villes modernes, peut-être on doit construire ou garder plus d'espace vert. Parce que j'ai vu l'image sur l'Internet, la température durant les canicules dans les villes où il n'y a pas d'espace vert et où il y en a. Donc, il n'y a pas d'espace vert, la température peut augmenter jusqu'à 50 degrés. Et avec les espaces verts, ça reste 25-30 degrés. Donc, la différence est considérable et à mon avis, ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Merci. Hector, tu as une question? Oui. Oui, alors d'abord, merci pour ta présentation, c'est extraordinaire. Ma question, c'est la suivante. Et je sais que tu ne peux pas parler de tous les problèmes dans les villes, mais qu'est-ce que tu en penses de l'inégalité sociale? Parce que dans certains pays, et par exemple, je viens du Mexique, il y a une très grande inégalité sociale. Et ça se marque assez fort dans les villes. Ça existe et ça a commencé à exister quand il y avait, dès que les villes sont apparues et l'inégalité sociale est
En Europe, si j'ai bien compris, durant la révolution industrielle, il y a eu des quartiers bourgeois et des quartiers ouvriers. Et voilà, ça, c'est déjà l'inégalité sociale. Et par exemple, il y a beaucoup d'inégalités sociales liées à l'immigration. Et ça existe en Russie, ça existe en Europe, ça existe presque partout. Oui, c'est un problème très, très grand. C'est un problème social. Si. Chers amis, je pense que le temps s'est écoulé. Peut-être la dernière question. Pas de questions. Donc, chers amis, merci beaucoup pour d'avoir m'écouté. C'était très intéressant de présenter cette présentation. Et je donne la parole à notre cher animateur, Alexei. Merci Anastasie, c'était vraiment très intéressant, en particulier parce que l'histoire de l'urbanisation, l'histoire des villes anciennes, c'était allié direct avec le réchauffement climatique. Par exemple, à l'économie industrielle, à la société industrielle. La tendance pour la société post-industrielle, c'est quelque chose de différent, mais pas toutes les régions du monde, pas tous les pays du monde changer la société industrielle pour la société post-industrielle, parce que c'est un problème très important. Et discours numéro 2, je vous présente Adama Keita, avec discours comment devenir un club distinct. Adama, s'il vous plaît. Merci Alexis, merci, bonsoir à tous pour ce moment d'échange. Oui, ce soir, je voudrais vous partager quelque chose d'exceptionnel. Comment devenir un club distingué. Avant de le faire, je voudrais rappeler ceci, que depuis 2025, il y a des changements au niveau de Toastmaster. Notre système a un peu changé et dans le cadre de ces changements, il y a des rôles que nous sommes appelés à jouer, qu'on soit au niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4. Donc, vous comprendrez que désormais, avant de terminer le niveau 1, il faut qu'on apprenne tous à prendre la parole pendant les moments d'improvisation, qu'on apprenne à camper des rôles comme compteur des hésitations. Dans le niveau 2, il y a des rôles encore qui sont exigés de nous. Ainsi de suite, et au niveau 4, on doit forcément, avant de terminer le niveau 4, savoir être animateur, savoir être évaluateur général, savoir être encore animateur ou bien faire des sessions de table ronde. Donc, il y a une série d'activités que nous sommes amenés à faire. Et aujourd'hui, dans le cadre de mon programme communication visionnaire, il y a autre exigence, c'est que on doit, pour les niveaux 3, 4 et 5, il y a des capsules qu'on doit développer. Ce qu'on appelle capsules, on doit développer des thèmes au sein de nos clubs et ces thèmes qu'on doit développer sont recommandés au niveau du Basecamp, c'est-à-dire que c'est Toastmaster qui recommande. Et donc, étant au niveau 4, je dois forcément animer un focus, une capsule éducative sur un thème. Et le thème que j'ai choisi ce soir est comment devenir un club distingué. Et pour développer ce thème, je vous propose comme méthodologie, d'abord, quelles sont les conditions initiales qu'un club doit respecter. Ensuite, au cours de la mandature, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qui doit marquer nos esprits. Et après, comment réunir ces conditions pour être distingué. Donc, pour ce faire, je n'ai pas cherché ailleurs. J'ai simplement décidé de me référer à notre tableau de bord, le tableau de bord de notre club, pour vous montrer un peu à quel niveau nous sommes. Donc, quelles sont les conditions initiales à réunir autour du mot? Si on doit devenir un club distingué, c'est que
lorsque nous arrivons à la fin d'une mandature, il faut forcément renouveler, faire l'élection des officiers, renouveler le bureau et communiquer ce renouvellement à Toastmaster avant le début de l'autre mandature. C'est l'une des conditions indispensables. Et ensuite, lorsque on réunit cette condition, on a au niveau maintenant de la mandature qui commence, retenez que les distinctions, on a la distinction liée à 5 points, on a la distinction liée à 7 points, on a la distinction liée à 9 points, on a la distinction liée à 10 points. Donc, avec les réformes, lorsque on arrive à avoir 5 points, le club est distingué, mais il y a une condition à réunir. En ce moment, il faut qu'on soit à 20 membres. Et lorsque on arrive à 7 points, le club est distingué select, mais il faut qu'on soit à encore minimum 20 membres. Lorsqu'on arrive à 9 points, le club est distingué du président, mais il faut qu'on soit au minimum 20 membres. Et lorsque on arrive à 10 points, la distinction est appelée distinction Smedley, mais il faut qu'on soit minimum 25 membres. Et quel est le statut actuellement? On a commencé la mandature à 20 membres. À ce jour, nous sommes à 15 membres. Ça veut dire que nous avons une distinction 5 points qui est atteinte, une distinction de 7 points qui également est atteinte, mais on ne réunit pas d'abord les conditions. Parce que nous sommes à 15 membres, il nous faut forcément atteindre minimum 20 membres pour que Toastmaster nous aide à célébrer cette distinction. Mais comment on arrive à voir ces différents points? Donc, c'est à ce moment-là qu'on va regarder le tableau pour voir. Pour avoir les différents points dès la mandature, il faut que le bureau motive minimum 4 à 5 personnes qui s'engagent à terminer le 4 niveau 1. Lorsqu'on termine 4 niveau 1, ça nous fait 1 point. Après, il faut qu'il y a 2 qui terminent 2 niveau 2, ça va faire 1 point. Et terminer encore 2 niveau 2, ça va faire 1 point supplémentaire. Ensuite, il faut 2 pour terminer le niveau 3. Et également, il faut 1 qui termine le niveau 4, ou qui est la récompense de Toastmaster distingué, ou qui termine son pathways pour avoir 1 point, ou bien il faut encore un niveau 4, 5 ou achèvement pathways encore pour avoir autre point. Donc, ça voudrait dire quoi? Qu'au niveau des points éducatifs, nous devrions nous engager dès le début de la mandature à sélectionner des personnes qui vont terminer leur niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, pour que nous puissions avoir ces 6 points éducatifs. Donc, cette programmation doit se faire à travers la planification du vice-président de l'éducation. Après, il y a encore au niveau de l'adhésion des critères. Au niveau de l'adhésion, il faut que tout au long de la mandature, nous arrivions à avoir 4 membres, 4 nouveaux membres, ça va nous donner droit à 1 point. Si nous avons encore 4 autres membres, ça va nous donner droit à 1 point supplémentaire. Et après, le bureau doit s'assurer qu'on a les officiers qui ont été formés. À chaque formation des officiers, si on arrive à avoir 4 officiers formés, ça fait 1 point. Donc, lors des 2 formations des officiers, si on a pu avoir minimum 4 officiers formés, ça va nous permettre d'avoir les 2 points. Et au niveau de la trésorerie, il faut s'assurer que nous avons au moins 8 personnes qui ont payé et renouvelé correctement leur adhésion pour qu'on puisse avoir au moins le point du renouvellement en espérant qu'avant la fin de la mandature, on ait au moins 20 à 25 personnes qui fassent le renouvellement. Chers membres, qu'est-ce qu'on doit retenir alors pour notre club? Ça veut dire que pour le club, actuellement, nous sommes à 7 points. Nous devrions donc avoir un prix
lié, qu'on appelle distingué select, mais nous ne l'avons pas parce que actuellement, il nous faut encore recruter 5 personnes. Si nous ne recrutons pas les 5 personnes, la distinction, le prix, on ne pourra pas l'avoir. Et si nous voulons aller à 10 points, c'est possible, mais il va falloir que certains parmi nous prennent de nouveaux PAF, fassent rapidement des niveaux 1 et que deux autres fassent le niveau 2 pour qu'on puisse avoir les 6 points éducatifs et qu'on recrute. On a déjà recruté, je crois, 7 personnes. Si on arrive à recruter une 8e personne, on aura les 2 points du recrutement et à partir de ce moment-là, on pourra être distingué, au moins distingué du président. Donc, chers tous, ce soir, voici brièvement ce que je voulais dire. Si on veut être un club distingué, acceptons de faire les discours, programmons, enchaînons les discours, recrutons massivement, payons nos renouvellements et on sera un club distingué. Je vous remercie. Merci, cher Adama. C'était vraiment informatif, très important. On va résoudre les tâches pour développer notre club et utiliser vos informations. Alors, on va faire la session des improvisations et je vous présente l'animatrice Masha Tournaeva. Masha, s'il vous plaît. Bonsoir, bonjour. Vous allez bien? Je peux commencer, Alexis? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je suis votre animatrice de la session des improvisations. Comme tout le monde est expérimenté, je vais rappeler les règles assez rapidement. Vous avez une question que je vais vous poser et vous avez entre 1 minute et 2 minutes pour y répondre. N'oubliez pas d'utiliser le mot du jour qui est intermédiaire. Le sujet choisi pour cette session, c'est lié avec le thème principal de la réunion, qui est changement climatique et l'opinion des personnes vis-à-vis cet effet. Je vais essayer de ne pas insister ce soir. Je vais essayer de me tenir. Donc, s'il vous plaît, des volontaires, des personnes qui souhaitent pratiquer votre prise de parole en public à l'improviste, n'hésitez pas à me faire signe. Je vais vous montrer une petite photo avec cette question affichée sur l'écran et vous pouvez participer. Qui souhaite prendre la parole, s'il vous plaît? Emmanuel! Wouhou! Emmanuel, bonsoir! Bonsoir, Masha. Alors, je vais montrer mon écran. Je vais un peu cacher ces questions qui vous attendent. Question pour Emmanuel. Comment le changement climatique influence-t-il notre vie quotidienne? Comment le changement climatique influence-t-il notre vie quotidienne? Emmanuel. Chers amis, aujourd'hui, on entend beaucoup parler, notamment à la télévision, dans les journaux, de changement climatique. Est-ce que c'est quelque chose de réel ou bien c'est un problème qui a été inventé? Moi, je ne sais pas. Mais j'ai quand même fait quelques recherches. Il y a des avis qui sont partagés sur la question, notamment les scientifiques qui disent que peut-être qu'il n'y a pas en réalité de changement climatique. Si on prend un intervalle de 1000 à 10 000 ans, bien sûr, on peut parler de changement climatique, mais si on prend un intervalle de 100 000 à 500 000 années, la Terre a dû connaître
des changements climatiques comme qui seraient habituels pour elle. Donc, ce ne serait pas vraiment un changement climatique, ce serait un changement normal. Donc, à une échelle de la vie des dinosaures, peut-être qu'il n'y a pas de changement climatique, mais à une échelle de 100 ans, 200 ans, il y a changement climatique. Mais dans la vie quotidienne, moi, je ne prête pas trop attention. Je fais plutôt attention à m'habiller chaudement pour ne pas prendre froid quand je sors. Merci. Je vais essayer de ne pas trop commenter pour ne pas anticiper les questions suivantes que j'ai préparées aux autres orateurs, mais effectivement, j'ai entendu parler de cette opinion qu'en fait, c'est juste de la publicité, tout ce qui est changement climatique pour vendre quelque chose, pour promouvoir quelque chose. C'est assez intéressant comme point de vue. Merci de l'avoir partagé, cher Emmanuel. Monsieur Michel, vous allez bien? Je vous aime, moi. Je vous aime. Oh, il fallait pas. Merci, Monsieur Michel. J'attends avec impatience votre question. Monsieur Michel, pour vous, pensez-vous que la peur du futur climatique change la manière de vivre des jeunes générations? Ça vous concerne, vous êtes professeur. Pensez-vous que la peur du futur climatique change la manière de vivre des jeunes générations? Peut-être, mais je pense que la génération montante ne remarque pas les changements de climat et ils vivent dans une ambiance de fête, dans une ambiance de distraction. Et parfois, les jeunesses oublient que les jeunes âgés, expérimentés, sont des vrais intermédiaires entre la vie réelle et la vie imaginaire. Et nous devons initier les jeunes gens pour qu'ils participent, pour qu'ils pensent activement, d'une façon plus active, à la vie quotidienne. Peut-être qu'ils ne polluent pas l'atmosphère avec des déchets, et parce que le futur appartient à notre jeunesse. Voilà. Et je pense que nous sommes intermédiaires entre l'histoire, les choses historiques, les choses anciennes et la vie quotidienne. Voilà. Bravo, merci beaucoup pour cette réponse. À mon avis, il ne faut pas peut-être donner trop de liberté pour les jeunes générations parce que leur cerveau est pas assez mature pour qu'ils prennent les décisions de leur côté. C'est pourquoi il faut avoir des mentors comme notre cher Monsieur Michel qui peut les accompagner dans le choix de leur futur. Il y a la liberté, il y a une liberté, il y a une illusion de liberté. Quand quelqu'un sait peu, il pense qu'il est libre, libre de connaissances, libre de la compréhension des situations, mais j'ai pitié de ces personnes. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir, merci à vous. Personne suivante. Qui souhaite participer? Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Prenez l'initiative, s'il vous plaît. Lise-Marie. Et après Anastasia. Je vous ai vu, Anastasia. Vous n'allez pas vous cacher très simplement. Lise-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Question pour vous. Pourquoi est-il parfois difficile de modifier ses habitudes pour protéger l'environnement? Pourquoi est-il parfois difficile de modifier ses habitudes pour protéger l'environnement? Pourquoi c'est difficile de modifier nos habitudes pour protéger l'environnement? Je pense que c'est beaucoup lié à c'est ça, à nos habitudes, à notre façon de fonctionner.
Donc, changer des habitudes, ça demande toujours de l'effort. On est plus porté à la facilité, puis on a vraiment été gâtés dans le sens que on se préoccupait pas de l'environnement, on se préoccupait pas de la pollution. Sauf que là, on fait face à un mur, on voit qu'on pollue énormément et ça a des effets, des conséquences néfastes pour plusieurs populations qui sont un peu nos dépotoirs pour les pays occidentaux qui sont super dans la consommation et dans la pollution. Donc, c'est important. Je pense que pour les jeunes, ils sont plus sensibilisés à faire attention puis à voir les conséquences de notre consommation sur l'environnement. Donc, c'est difficile de modifier, surtout, je pense, pour les personnes âgées qui ont l'habitude de polluer. Pour les jeunes, ben, ils sont plus, mais par contre, pour les jeunes, sur l'environnement amène un stress, donc ils sont plus angoissés face au changement climatique et donc, c'est d'arriver à trouver un équilibre puis un bon sens dans tout ça. Sur ça, je te remets la parole. Merci beaucoup pour la réponse. Oui, tout à fait. Il est très difficile de changer le point de vue d'une personne âgée. Et les jeunes, peut-être, s'ils sont mal entourés, peut-être ils ne veulent pas forcément suivre tout ce qui est imposé par les autorités écologiques et ils veulent juste profiter, comme M. Michel a dit. Alors, est-ce que j'ai vu Anastasia sur la scène? Tout à fait. Oh, Je bonsoir. suis pleine d'enthousiasme après mon discours préparé. C'était génial, votre discours, Estelle. Merci. Les réseaux sociaux aident-ils vraiment à sensibiliser les gens aux problèmes climatiques? Est-ce que les réseaux sociaux aident vraiment à sensibiliser les gens aux problèmes climatiques? Je pense que oui, parce que je vais donner un exemple. En 2010, quand il y avait des incendies catastrophiques en Russie centrale, peut-être des gens qui habitent ici s'en souviennent, les réseaux sociaux ont sensibilisé et a ramasser les bénévoles pour lutter contre les conséquences des feux de forêt. Et il y avait beaucoup de bénévoles qui eux-mêmes, de Moscou par exemple, et des villes autour de Moscou, sont venus dans les régions où il y avait des incendies, par exemple dans l'est de la région de Moscou, dans la région de Nijni Novgorod, de la région de Vladimir, pour éteindre les incendies et pour lutter contre les conséquences. Par exemple, pour aider les gens du village qui étaient brûlés durant les incendies. Et un réseau social, par exemple, je sais pas, contacter, etc. Et réseau social qui commence par F a beaucoup aidé pour vraiment finir avec ces conséquences. Donc, je pense que dans le monde entier, il y a aussi des exemples comme ça et on peut créer le réseau des bénévoles et puis on peut seulement quand il n'y a pas des problèmes avec les catastrophes, on peut seulement sensibiliser, écrire que voilà, il y a le changement climatique et les gens, plus de gens verront la réalité. Merci. Effectivement, c'était avec beaucoup d'enthousiasme. Cet exemple est sorti tout seul. Merci, Anastasia. Ça m'a rappelé aussi des inondations au Daghestan où, quand il y avait beaucoup de pétrole dans la mer Noire et les personnes qui vivent pas là-bas, elles ont été informées grâce aux réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, orateur, oratrice suivante. Qui sera cette personne? Je ne peux pas participer toute seule, mes amis. Hector, merci beaucoup. Et après, Alexis. Hector, vous Oui, êtes prêt? oui.
Après, Alexei, oui. Hector, selon vous, quelle catastrophe naturelle provoquée par le climat inquiète le plus les populations aujourd'hui? Selon vous, quelle catastrophe naturelle provoquée par le climat inquiète le plus les populations aujourd'hui? Merci pour la question. Je crois que c'est clair, la réponse, hein. À mon avis, ce sont les inondations. Ce sont les inondations et ce sont des phénomènes qui sont liés à l'eau. Et pourquoi? Alors, où j'habite en Allemagne, il y a pas mal de petits villages, ou même de grandes villes, qui se font autour ou pas loin des rivières ou des lacs. Et surtout dans ce temps de l'année, alors c'est le printemps, la neige s'effondre et toute cette eau, en plus de la pluie, va aux rivières et les rivières montent et c'est pas mal de maisons ou de bâtiments qui sont affectés. Alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est bien sûr que le niveau de la mer monte aussi. Et je ne sais pas si vous avez écouté d'un petit groupe d'îles qui s'appelle Tanavatu. Alors, ça, c'est dans la côte africaine. Et cette île sont en danger de disparaître. C'est le premier pays qui peut complètement disparaître à cause de la montée du niveau de mer. Alors, ça veut dire que dizaines de milliers de personnes vont perdre leur foyer. Alors, c'est ça, à mon avis, le problème qui a l'impact le plus grave pour les populations au niveau mondial. Oui, tout à fait, Hector. Merci pour cette réponse assez profonde. On ne peut pas rester impartial par rapport aux catastrophes naturelles. Après, pour choisir, c'est comme choisir la raison de la morte. C'est un peu bête parce que toutes les catastrophes portent ce nom, pas pour rien. Si c'est une catastrophe, ça veut dire que ça part dans tous les sens. Merci beaucoup pour la réponse encore une fois. Alexis, merci d'être revenu sur la scène. Vous êtes prêt à participer? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous avez votre micro, s'il vous plaît? Oui, je suis prêt. Merci beaucoup. Participer. Alexis, pour vous, est-ce que vivre dans une grande ville est plus mauvais que l'environnement, pour l'environnement que vivre à la campagne? Est-ce que vivre dans une grande ville est plus mauvais pour l'environnement que vivre à la campagne? Bien. Comme d'habitude, je dois réfléchir pendant quelque temps près de répondre à la question. Bien, je pense oui. L'environnement dans les grandes villes est plus mauvais que l'environnement à la campagne. J'ai passé comme enfant à la ville avec une grande manufacture. L'environnement était plus mal. Mais à la campagne, chaque été, j'étais à la campagne. Je conduis les chevaux à la campagne. J'étais très bien pour moi parce que ma grand-mère et grand-père habituent à la campagne. Je réponds oui à cette question. Alors, la réponse est oui. Est-ce que vivre dans une grande ville? D'accord. Chacun a ses goûts. Oui, pour le climat, les deux sont mauvais peut-être parce que
À la campagne, j'ai entendu parler qu'en fait, il y a des vaches qui produisent pas mal de pollution également. Et aux villes, nous sommes tous au courant que il y a beaucoup de pollution pour l'écologie. J'ai été juste intermédiaire dans cette session d'improvisation. C'était vous, nos héros principaux, nos caractères principaux de cette session. Et sur ça, je dois clôturer la session et vous rappeler que on a eu 6 participants. Euh, pour la question sur la vie quotidienne, c'était Emmanuel. Après, sur les jeunes générations, c'est M. Michel qui a répondu. Pour la protection de l'environnement, c'était Lise-Marie. Après, question sur les réseaux sociaux, Anastasia. Hector sur la question des catastrophes naturelles. Et le dernier improvisateur était Alexei, avec le choix entre une grande ville et la campagne. Et au grammarian de me dire par la suite, est-ce que je me suis trompée avec plus mauvais ou il fallait dire pire? Là, j'ai des doutes. Mais maintenant, pour l'instant, je vous juste remercie et je passe la parole à Alexis, notre animateur. Merci, Masha. Merci pour tous les participants. Nous avons diffusé nos opinions. Ce n'est pas une grande tâche, mais peut-être c'est quelques pensées pour l'écologie et pour vivre plus écologique, plus attentif, on peut dire comme ça. Et alors, on va faire la session des évaluations. Je vous présente l'évaluateur général, c'est Hector Alonso Pérez. Hector, s'il vous plaît. Merci bien, cher Alexei. Est-ce que vous m'entendez bien? Magnifique, magnifique, parce que je vous vois très bien et aussi très dynamique, enthousiaste aujourd'hui. On va commencer avec la troisième partie de la réunion, c'est la partie des évaluations. Pour le rappel, qu'est-ce que c'est une évaluation? Une évaluation à Toastmaster, c'est même d'ajouter de la valeur à quelque chose qui est déjà précieux. Alors, c'est précieux votre participation, les dynamismes de votre prestation. Et encore, on va ajouter un peu plus de valeur à ça. On a eu 2 discours préparés. Chaque discours a un évaluateur, évaluatrice qui va nous donner son opinion personnelle sur ce qui s'est passé pendant les discours. Alors, j'aimerais bien présenter les premiers évaluateurs. Alors, ça c'est pour les discours préparés de Nastia et Sacha qui va nous présenter l'évaluation. La parole à toi, Sacha. Merci beaucoup, cher Hector, de m'avoir donné la parole. Microphone, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, cher Hector, de m'avoir donné la parole. Alors, je commence. Les villes au cours du siècle. Nastia a promis de faire ce discours, session-réponse, pas session-réponse, mais le discours au sujet de cette des villes et du développement des villes, comme elle a dit, notre conférence. Et voilà, c'est promis et c'est fait. Et comment ça a été fait? Ça a été fait rocambolesque. Le discours la tâche du discours est de penser le discours en facilitant la session questions-réponses. Et aussi, les circonstances peuvent ajouter les circonstances difficiles. Pas l'éditoire difficile, mais les circonstances difficiles. Mais, en tout cas, Nastia nous a préparé les diapositives professionnelles comme
Nastia travaille sur les médias et elle connaît comment faire les diapositives pittoresques. Et moi, j'étais occupé de gestion des slides et d'évaluation, mais je suis fier que j'ai enregistré ces diapositives chez moi et j'ai déjà partagé avec vous et je vais bien regarder à la maison parce que ces illustrations étaient très bien faites, n'est-ce pas, notre chère architecte Ekaterina? Oui, elle a confirmé. Aussi, en ce qui concerne la technique, les variétés vocales et gestion du logissement que nous avons, Nastia fait très bien. Et je ne parle pas au sujet du geste et de sa position parce que tout était formidable en ce cas. Et aussi, après la session, il a démontré la session très vivante. La session, il n'a pas oublié de notre auditoire en ligne, la session combinée, hybride. Et en ce cas, tout le monde était dans ce moment-là. Et aussi, Nastia a démontré ses connaissances en histoire, en sociologie et géographie lors des réponses. Parce que les questions peuvent être provocatives, mais Nastia a répondu toutes les questions correctement. Ce qui me manque, c'est bien sûr la préparation. Il vaut mieux de préparer en avance, envoyer les slides hier et ça va annuler les problèmes parce qu'il y a quelques surprises dans le appareil. Et si hier, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, Nastia a surmonté ces obstacles et je te félicite avec ce discours et les conclusions de ton niveau 4 époustouflant et pittoresque. Merci beaucoup, Nastia. Je redonne la parole à notre cher évaluateur général. Merci Sacha pour ton évaluation, qui c'est comme d'habitude très complet et très positif. J'en suis sûr que tu as bien motivé l'oratrice ce soir. On va continuer avec la deuxième participation d'une évaluation personnelle et subjective. Et ça, c'est l'évaluation des discours de formation d'Adama, un discours très intéressant. Donc, moi j'ai beaucoup appris et beaucoup apprécié le discours d'Adama, mais j'en suis sûr que l'évaluatrice a beaucoup plus apprécié que moi, et ça, c'est Elena. Elena, la parole est à toi. Merci Hector. Ajouter de la valeur à ce qui est déjà précieux, ça je trouve vraiment important. Hector l'a dit, mais moi quand j'étais en train d'écrire mon évaluation, j'ai pensé à la même chose. Donc, cher Adama, premièrement, je te remercie pour ton allocution. L'objectif de ton discours était de nous montrer comment obtenir le titre du club distingué. Et nous sommes les membres fervents de notre club et bien sûr que ce sujet nous parle beaucoup. Tu suis le parcours qui s'appelle la communication visionnaire. Donc, j'imagine que l'idée principale de ce parcours, c'est de faire les discours qui motivent les gens, qui poussent les gens à agir. Ça se voit que tu as bien préparé ton discours, tu as bien préparé toutes les informations pour nous les présenter sur ton écran et même tu as choisi un joli fond d'écran qui représente une équipe. Mais ce que j'apprécie le plus, que tu apportes beaucoup au club par ta présence et tu enrichis beaucoup le club. Je te connais comme le membre qui est souvent euh, présent durant les réunions. Tu prends la parole et
ça crée une ambiance magnifique de notre club. Cependant, j'ai quelque chose que j'aimerais te dire à titre d'amélioration. Le premier point, c'est que durant ton discours, tu as utilisé beaucoup de mots techniques. Voilà, les mots techniques qui sont plus convenables pour une des formations antérieures de notre club. Mais si on imagine qu'avec nous aujourd'hui, il y a de nouvelles personnes ou il y a des membres très récents, je n'y crois pas que ça soit très, très clair pour ces personnes. Il y a une citation qui dit que on ne maîtrise pas vraiment le sujet si on ne peut pas l'expliquer à un enfant avec des paroles simples. Et la deuxième chose que je voulais remarquer, que les caractères sur ton écran étaient petits et il y a eu une surabondance des informations. Voilà pourquoi, pour ma part, tu as accompli bien ton projet. Mais si tu peux développer ce sujet lors des prochains discours, si tu peux le rendre plus abordable, ce serait très intéressant. Voilà, voilà, et je te remercie encore une fois. C'est tout ce que j'avais à te dire. Merci, Elena. Et tu as beaucoup à dire et tu l'as bien dit. Alors, merci pour ta participation. Donc, avec ça, on a conclu la première partie de ces évaluations. Ce sont les évaluations subjectives. Sans plus d'intermédiation, j'aimerais bien continuer avec les évaluations objectives. Et la première, c'est de notre habituel grammairien et quelqu'un qui est un pilar du groupe, c'est Monsieur Michel. Monsieur Michel, vous êtes notre grammairien aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis très ravi que vous reconnaissiez mes talents de grammairien. Je dois noter que dans notre vie quotidienne, nous nous dépêchons parfois, nous ne pouvons pas ralentir nos activités. Cela amène à une fatigue, à un déséquilibre. Et parfois, nous nous sentons à bout de souffle. Et notre club, celui autour du mot, à mon avis, sert un intermédiaire entre la vie très vulnérable, très active, qui a une grande vitesse, et nous sentons beaucoup mieux dans notre communauté amicale. Et je crois que notre climat est très propice pour la créativité dans la vie de futur. Bon, en ce qui concerne le mot du jour, intermédiaire n'est pas devenu si populaire, mais hélas, j'espère que en avenir, vous allez utiliser les mots du jour d'une façon plus active. En ce qui concerne des petits inconvénients, Nastia Gribeniuk, je pense que la communauté religieuse féminine et la ville construite par Haussmann, construite parce que il faut accorder. C'est tout ce que je trouvais, mais peut-être plus mauvais, au lieu de plus mauvais, il faut dire pire. Oui. C'est pour vous, Alex. C'est tout. Et je suis très épanoui durant notre réunion. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Michel, pour votre participation. Et comme toujours, très intéressant et très complet. On va continuer avec, oui, le chronomètre. Chronomètre vient de grec. Il y a un dieu, c'est le dieu Chronos. Mais chez nous, ce soir, on a un déesse.
et sa déesse, c'est Ekaterina, qui a bien voulu nous chronométrer. La parole à toi, Ekaterina. Merci beaucoup, chers amis. C'est un résultat magnifique. Merci beaucoup. On n'a pas aucun déplacement pendant la session d'improvisation. Magnifique. Concernant le discours préparé, le discours d'Anastasia n'a pas, le discours eux-mêmes n'a pas de dépassement, c'est 15 minutes et 0. Et le discours d'Adama, c'était 9 minutes. Et concernant l'évaluation, Alexandre, 30 minutes 48 secondes. Oui, 3 minutes, désolé. 3 minutes. Et Elena, 3 minutes 58 secondes. Merci beaucoup, chers amis. Merci, Ekaterina, pour ta participation. Et maintenant, il me reste que mes participations, et je dis en pluriel parce que je vais faire 2 participations. Donc, la première, c'est la participation d'habitude, c'est l'évaluation générale. Et puis, Madame la Présidente m'a accordé quelques petites minutes pour vous faire une invitation à l'événement de Toastmasters. Et pour ça, j'aimerais bien demander si je peux avoir les partages de mon écran. Entre-temps, j'aimerais bien vous féliciter parce que la session d'aujourd'hui était extraordinaire. C'est comme toujours très animé avec bonne volonté et très dynamique. J'ai surtout apprécié, par exemple, la participation de la chronométreuse qui nous a montré très clairement le temps dans notre écran. Aussi, magnifique, c'est la scène que vous avez là à Moscou. Alors, j'aime bien l'art que vous avez là. Alors, je suis très curieux. Alors, merci. Wow. Alors, je peux vous assurer que pas beaucoup de clubs Toastmasters ont ce scénario. Je vous félicite. C'est extraordinaire et ça me donne l'envie un jour être parmi vous pour jouir de ces magnifiques scènes. Il y avait quelques petites choses, comme toujours, à améliorer. La première, je dois dire, c'est avec le démarrage de la session. On a démarré avec quelques minutes plus tard. Et j'ai bien compris que Moscou, c'est une ville assez mouvementée. C'est difficile d'arriver en temps, il y a des fois. Mais ça se remarque pour l'ensemble de notre session. Aussi, pour des petites choses, peut-être on peut déjà préparer la participation avec les transparences pour les présentations, parce qu'il y avait des petits problèmes. Avec ça, dans la présentation de Nastia, on ne pouvait pas en ligne voir tous les différentes transparences. D'autre que ça, j'aimais bien la session aussi des improvisations. Peut-être la petite recommandation pour Macha, c'est d'activer plus la participation. Alors, on est entre amis, tu peux tranquillement dire, OK, alors j'aimerais bien écouter la parole de Lise-Marie sur le sujet X. Hein? Alors, je crois que ça peut donner un peu plus de dynamisme. Et c'est ça, ce sont mes recommandations. Comme vous remarquez, c'est très peu, parce que, comme toujours, j'aimais bien la session de ce soir et avec vous. Ceci dit, alors moi, je vais sauter dans une autre participation de ma part, et ça c'est pour faire une invitation. Ah, maintenant je peux partager mon écran, merci pour ça. Alors, alors, ce
ce sont deux événements qu'il y a des Toastmasters internationaux. Tous les deux sont gratuits et tous les deux sont en ligne. Et tous les deux sont, oui, alors le premier, c'est pas en français, c'est en anglais. Je m'excuse pour ça, mais je crois que c'est intéressant aussi. Et les lundis, si vous ne le savez pas, c'est Africa Day, c'est la journée d'Afrique, de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est la célébration d'un continent dynamique. Et il y a parmi nous des Africains. Et ça, je trouve ça intéressant. Les lundis, il y a une réunion en ligne. C'est une réunion entre Toastmasters International et Rotary. Et on va écouter des présentations au sujet du leadership en Afrique, de résilience et des différentes facettes des talents africains. Alors, ça, c'est en ligne, c'est le lundi et c'est à, petit moment, c'est à 6h30, c'est l'heure de l'Europe centrale, alors c'est 7h30 hors de Moscou. Alors, s'il y a d'intérêt, je peux vous partager les liens et tout ça, alors pour que vous pouvez participer. La deuxième, c'est ça? OK. Alors, il y a un club francophone en ligne, que peut-être il y a quelqu'un qui le connaît, c'est le club Molière. Le club Molière, c'est un club dit avancé et ça. Et il y a la réunion, c'est le jeudi, le 28. C'est aussi dans l'après-midi ou la soir. C'est à 19h30 heure de Paris, alors 20h30 heure de Moscou. Alors, de ma part, je vais présenter un petit discours. Alors, j'espère que si vous avez le temps et si vous avez intérêt, vous pouvez aussi participer dans ces réunions. Et je vais, si vous me donnez la permission, je vais poster ça dans les chats de groupe. Et si vous avez le temps, j'aimerais bien de vous voir dans ces deux choses. Et comme ça, je dis ce que je voulais dire. J'ai conclu ma participation et je retourne la parole à notre animateur de la soirée, c'est Alexei. Alexei, la parole est à toi. Irina, moi, je pensais que c'est tour du veilleur de la soirée, n'est-ce pas? Oui. Non? Irina, votre parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Alexei, de me donner la parole. Et j'ai 7 questions pour votre attention et pour vérifier votre attention. La première question, c'est pourquoi notre cher animateur de la réunion est-il venu avec un peu de retard aujourd'hui? Oui, Anastasia a raison. Elle était la plus rapide. Question 2. Quels 2 types de localités a-t-elle mentionné, Nastia, dans son discours? Rural et ville. Oui, Lise-Marie? Rural et ville. Oui, Monsieur Michel a dit la même chose. La troisième question, combien de défis a-t-elle mentionné, Nastia, et quels sont ces défis? Défis des villes. Combien de défis des villes villes en France a-t-elle mentionné, Nastia, et quels sont ces défis-là? Défense. Combien? 5. 5? 4. Non. 3. Je pense que 6. Non, 6. Combien? 3. Oui, Sacha, c'est 3. L'effort numéro 3. C'est 3. Comment dire? La tentative numéro 3.
tu as tu as donné la réponse correcte, mais avec la troisième tentative. Et combien de défis? Combien, oui, mais quels sont ces défis? Ensuite, les guerres, défendre contre les guerres, les ennemis, Oui, les épidémies, sièges, les sièges. sièges, épidémies, c'est- Incendie? incendie, Non. Épidémie, siège, incendie. et la première? Incendie, oui. Quel est l'auteur du palais soviétique qu'on planifiait de construire dans la Russie soviétique? L'auteur du palais soviétique, avec la statue de Lénine en dessous. Еврейская фамилия забыл. Да. Oui, 400 mètres. Nastia a été la plus attentive, oratrice la plus attentive. Quelle question a-t-elle posé Sacha pour Nastia après son discours? Pourquoi elle a choisi ce sujet pour son discours? Oui, parfait. Masha, tu as donné la réponse correcte. Combien de niveaux de rôle en session a-t-elle distingué Adama dans son discours? 4. Niveau de rôle en session. Oui, 5. Oui, 5 niveaux. Dans quelle atmosphère vivent les jeunes gens selon Monsieur Michel? Loisir. Pardon? Lise-Marie? Loisir. Loisir, deux paroles. C'était 2 paroles, exactement. Non. Oui, distraction. Et l'autre parole qui commence à F? Facebook. L'atmosphère de distraction est La fête. La fête. Oui, merci beaucoup, chers amis, pour votre attention et pour vos réponses. Presque toutes les réponses étaient correctes, rocambolesques. Alors, je redonne la parole à Alexei pour clôturer la réunion. Pas besoin parce que- Oui. Merci Irina. Merci pour tous les participants. Je pense que de temps en temps, il faut que nous plongions dans cette tâche pas très facile, que nous touchions à... Parce que le temps de réchauffement climatique, le temps de changement climatique, c'est très important et notre média parle de temps en temps sur ce problème. Et peut-être mon avion subjectif que pendant mon enfance était quelque chose, n'est pas comme ça. C'était changé, nous avons manqué quelque chose. Et le climat était très différent de celui qui pendant 30 années déjà. Comme dit M. Voltaire, je pense, donc j'existe. Peut-être quelques petites informations de l'historique. Que le petit âge de la glace est une période de refroidissement relatif global qui a eu lieu sur la Terre au cours du 4e, du 19e siècle. Et après, c'est parce que cette période est finie, nous vivons dans d'autres périodes. Et beaucoup de choses se dépendent de nous-mêmes. C'est comme ça. Alors, grand merci pour tous les participants. Et je donne la parole à Madame Elena Marina pour annonce de gagnant de la présentation. Merci. D'accord, chers amis. Merci, Alexei. Nous avons un meilleur improvisateur aujourd'hui. C'est l'intermédiaire entre la prise de parole en public et la langue française, parce que c'est notre monsieur, le grammairien, Monsieur Michel. Venez ici. Vous êtes le meilleur improvisateur de cette soirée. Félicitations, voilà. D'accord.
Qu'est-ce que vous... Rien, d'accord. Il nous manque le temps, en fait. Et voilà, c'est Sacha qui prend la photographie. D'accord. On regarde. Voilà. Mais nous avons encore aujourd'hui une personne très spéciale qui a accompli le niveau 4 de son parcours qui s'appelle la planification innovante. Qui c'est? C'est Anastasia. Anastasia, voilà. Félicitations à toi. Voilà. La partie officielle de cette réunion est close et nous pouvons passer à la communication libre. Bonne soirée à tout le monde et bon week-end. Le photo, tout le monde, s'il vous plaît, mes amis, et les personnes en ligne pour les organisateurs. Merci les amis. Bon week-end. La semaine prochaine. Bonne soirée. Bye. Bonne soirée. Au revoir.